Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va tout simplement voir l'ordonnancement de vos différents nœuds et les connexions qui vont être faites entre tous ces nœuds. Ce chapitre va être plutôt court, mais c'est vraiment intéressant que je vous explique le concept. De toute façon, ce que vous faites pour l'instant à l'écrit ou sur votre diagramme directement sur votre ordinateur ou votre tablette n'est pas définitif comme vous l'aurez compris. C'est amené à évoluer. Mais d'autant plus que vos nœuds, comme ils sont placés actuellement, si vous avez bien fait votre diagramme et qu'il faut inverser tout simplement la chronologie de réalisation de ces étapes, c'est tout à fait envisageable, même par la suite quand vous serez en post-production. C'est ça qu'il est important de comprendre. Rien n'est jamais trop tard. Si vous êtes trompé dans l'ordre, donc dans l'ordonnancement vraiment, par exemple, vous avez mis le découpage du beurre avant même d'avoir mis l'eau dans la casserole, par exemple pour notre réalisation, encore une fois, de chouquettes, malheureusement, ce n'est pas correct, mais ce n'est pas non plus trop tard, vous avez juste à le modifier sur votre diagramme. Ça, c'est un exemple plutôt basique où vous êtes trompé sur la chronologie en fait de la disposition de vos nœuds, de vos étapes de votre scénario. Mais il faut penser que chaque scénario est différent et surtout qu'il n'y a pas que des scénarios totalement linéaires. Par exemple, on pourrait mettre à disposition de notre élève déjà le beurre qui va être un manipulable, l'eau qui va être un manipulable également, et de lui laisser le choix, tout simplement, de prendre l'un ou l'autre. S'il prend l'un, peut-être que ça va être correct, s'il prend l'autre, peut-être que cela ne va pas être correct. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nos blocs vont se retrouver en fait côte à côte. C'est-à-dire que ça va faire un embranchement avec tout simplement deux blocs d'action qui sont réalisables en même temps. Encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle un embranchement plutôt simple. Il y a deux choix. Soit la personne prend le beurre, soit la personne prend l'eau. Si la personne prend le beurre à ce moment précis, il va peut-être avoir juste et ça va valider et ça va passer à l'étape suivante. Peut-être qu'il va avoir faux et malheureusement, cela ne va pas passer à l'étape suivante. Si vous auriez mis par exemple ces blocs-là en mode linéaire, par exemple, le beurre qui est présent sur le poste de travail à l'heure actuelle ne va pas être manipulable et ni sélectionnable. C'est-à-dire que la personne ne peut pas se tromper. Il est obligé de prendre l'eau avant toute chose. Ce qui fait que pour des novices par exemple qui seraient en première année de CAP, c'est peut-être intéressant. Par contre, pour des personnes qui sont en deuxième année de CAP, ils sont totalement conscients et ils devraient savoir qu'il faut mettre l'eau avant le beurre. Peut-être là, ce serait bien de laisser le doute et de laisser un choix. Donc ça, ce serait un premier embranchement. Si vous voulez un autre jeu de mots, c'est comme si c'était en parallèle ou en série, si vous connaissez un petit peu les termes d'électricien. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Soit vous êtes en mode linéaire, ce qu'on peut appeler en série, ou soit vous êtes en mode parallèle et vous allez faire différents embranchements. Dans ce chapitre 3, je veux juste vous préciser qu'il est très important de réfléchir encore une fois à votre objectif pédagogique, mais également aux personas, donc aux personnes qui vont réaliser votre expérience avant toute chose. Parce que vraiment, vous allez voir que ça fait une grosse différence si vous passez par exemple d'une première année de CAP en boulangerie-pâtisserie à une deuxième année. Et votre expérience va être tout autre. Bien évidemment, au début de votre visite virtuelle interactive, je vous invite, même si vos élèves sont habitués au casque ou habitués à vivre des contenus en réalité virtuelle tous les jours, je vous invite quand même à commencer doucement sur votre scénario en termes d'interactivité, en termes d'embranchement, tout simplement. Parce que plus il y aura d'embranchement, plus logiquement ça devrait être complexe pour votre élève. Donc vous l'aurez compris, le diagramme sous forme nodale comme vous l'avez fait, il est indispensable, sinon vous allez être littéralement perdu. Donc vous allez voir, vous allez avoir un exercice pratique encore qui va vous permettre de compléter votre diagramme, mais je vous invite cette fois-ci à aller un petit peu plus loin et surtout à réfléchir un petit peu à cet ordonnancement, à savoir si vous faites uniquement du linéaire ou si vous allez faire du parallèle, comme on peut le dire, ou du multi-embranchement. C'est très important de le faire à ce moment-là. Je vous invite, le mieux c'est d'avoir des post-it, comme ça vous pouvez les bouger un peu partout, ou d'être vraiment sur un format numérique, ce qui va grandement vous simplifier les choses. Dans ce chapitre 4, on va voir comment tout simplement ça va se passer par la suite, quelles réflexions vous devez avoir actuellement et comment ça va se passer ensuite au niveau de cette liaison qu'il va y avoir entre ces nœuds. Alors, comme je l'ai dit, vous aurez le scénario principal qui est votre objectif, vos jalons qui sont des sous-scénarios et vous avez des objets médias qui sont générés qui vont être reliés également à ces sous-scénarios. Tout ça va être bien agrémenté avec vos informations que vous aurez notées à l'intérieur, c'est très important. Mais maintenant, vous allez me dire, c'est étrange, Jordan, tu m'as dit qu'on a notre objectif pédagogique,
on a tous les embranchements qui partent de cet objectif dans les sous-scénarios, mais les sous-scénarios ne sont pas reliés en eux-mêmes. Alors, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, il y a certains... Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon-là, en tout cas. La meilleure méthode, c'est de faire comme je vous dis, objectif pédagogique, et de relier les sous-scénarios sur cette même partie. Si vraiment vous voyez que c'est trop vaste et que vous avez beaucoup trop d'étapes et de jalons d'évaluation, je vous invite à trouver une autre méthode. Mais dans l'idée, cette façon de faire, elle fonctionne et elle sera beaucoup plus intéressante comme ça. Et comment ça se fait que l'outil qu'on va utiliser par la suite, comment il va faire pour comprendre que c'est l'un après l'autre ou que c'est tous en même temps? Et bien tout simplement, que vous soyez sur 3D Vista ou sur Unity, les méthodes de travail sont vraiment totalement différentes et on le verra plus tard vraiment sur la partie pratique, mais c'est juste normalement une fonction qui est à cocher. C'est-à-dire que vous pouvez dire à l'outil que c'est du step by step, donc c'est-à-dire du pas à pas, et que la personne ne peut pas aller plus loin que tant qu'elle n'a pas fini l'étape numéro 1 qui est de verser l'eau. Tant qu'elle n'a pas fini l'étape numéro 1, elle ne va pas aller sur la 2, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les connexions, c'est quelque chose que vous pouvez faire après. C'est-à-dire vous pouvez déjà disposer vos jalons, lier les objets médias générés sur ces jalons-là, et ensuite après réfléchir à l'ordonnancement, réfléchir à la complexité que vous allez mettre dans ce scénario. Dans ce chapitre 5, il faut penser à la fluidité et l'expérience utilisateur en fait, que vont avoir vos élèves quand ils vont faire ce cours en réalité virtuelle. Ça peut être des fois intéressant d'un point de vue pédagogique de faire tous ces jalons, de faire des interactions très poussées, de faire vraiment des visuels très sympas et qui vraiment immergent la personne dans l'expérience. Mais est-ce que tout ça facilite la navigation, vraiment l'expérience utilisateur de vos élèves? Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est trop complexe. Des fois, il ne faut pas aller trop loin. Il faut penser aussi qu'en 2023 jusqu'en 2030, ça va être une phase d'explosion de la réalité virtuelle. Une fois que tout le monde aura goûté, une fois que tout le monde sera adepte de cela depuis le plus jeune âge, ça va forcément très très vite évoluer. Mais dans l'idée, ce sera beaucoup plus intéressant par la suite et il y aura beaucoup moins de limitations pour nous en tant que concepteurs pédagogiques. On aura beaucoup moins de limitations en tout cas sur les contenus qu'on crée. On pourra aller beaucoup plus loin, faire des choses beaucoup plus pointues où il y aura beaucoup plus d'interactivité parce que la cible sera grandement habituée. Donc vos exercices pratiques vont peut-être vous prendre maintenant un petit peu moins de temps. En tout cas, je vous invite à étayer votre diagramme, à le faire grossir et pour atteindre l'objectif pédagogique final de votre visite virtuelle interactive sur ce premier exemple. Encore une fois, je vous invite à ne pas aller trop vite en besogne, c'est très important. Je ne sais pas, je vais vous donner des exemples de certains élèves. Certains élèves voulaient faire des visites virtuelles interactives dans des entreprises d'usines qui fabriquent des composants bien spécifiques et il fallait des formations pour chaque machine par exemple, et donc c'est très bien parce que l'objectif pédagogique était différent sur chaque machine et ça nous permettait de scinder correctement les diverses applications ou les exécutables qu'on allait sortir de tout ça. Donc par exemple là dans le cas de figure, on a mis un casque de réalité virtuelle sur chaque poste avec des visites virtuelles qui ont été réalisées sur Unity avec l'outil H3 Toolbox qui a permis en fait à notre client de faire par lui-même hyper facilement l'intégralité de ces visites virtuelles parce qu'il possédait déjà les objets médias utiles et générés. Pourquoi? Parce que dans les usines nationales, internationales, des grands groupes, ils possèdent déjà en fait les jumeaux numériques ou les objets 3D de leur machine, les modèles 3D des choses qu'ils conçoivent, etc., etc. Donc il faut imaginer que chaque cas de figure est différent. Là, je vous parle d'une usine qui a formé des personnes chez nous. Il y a aussi là, des personnes dans tout ce côté pharmaceutique qui viennent se former pour faire des choses très spéciales dans des cuves qui vont remplir d'hémoglobine, etc. Mais l'idée est toujours la même. C'est qu'en général, plus la formation est complexe déjà à la base, plus elle va être complexe à mettre en place en réalité virtuelle. Mais surtout, plus elle est technique à la base avec des soft skills à avoir, vraiment des compétences pratiques à avoir en termes de manipulation, plus vraiment un savoir-être important, etc. Là, ça devient extrêmement compliqué. On arrive vraiment à des visites virtuelles extrêmement poussées qui ont une valeur énorme une fois qu'elles sont produites. En général, ce genre de visites virtuelles interactives sont vendues
en application directement sur les stores, comme sur Google Play Store ou le store de chez Apple. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer un petit peu la diversité. On a plein d'élèves aussi qui rentrent, qui sont dans les domaines un peu plus audiovisuels, pur et dur, qui nous ont rejoints. Des élèves qui viennent du monde aussi du théâtre, qui doivent former des personnes. Donc merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette formation. N'hésitez pas à nous dire encore une fois s'il y a des améliorations à faire. Les formations que vous êtes en train de vivre vont être améliorées par la suite en termes de visuel. On vous mettra beaucoup plus de visuels et ne vous en faites pas, vous serez informé quand il y aura des évolutions sur votre formation. Comme ça, vous pourrez profiter de ces évolutions-là. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça juste en dessous. Merci à vous d'avoir suivi ce chapitre. Je vous invite à lire le texte en dessous, à faire votre exercice pratique et à me rendre les travaux.